Tout de suite la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, la présentation d'un rapport du Sénat sur le désendoctrinement des islamistes. D'après le Figaro, ce bilan prouverait l'échec cuisant des politiques de déradicalisation, un échec dû au choix et à la mise en œuvre de ces programmes, mais aussi au fait que passé un certain stade de radicalisation, un retour en arrière serait tout simplement impossible. Le centre ouvert en juillet dernier, par exemple, serait actuellement vide, faute de volontaires, et les auteurs du rapport sénatorial évoquent à son sujet l'existence d'un phénomène d'emprise sur les individus y ayant séjourné, un phénomène paradoxal dans un milieu censé y remédier, je cite, des conclusions qui amènent le Figaro à dénoncer l'utopie des politiques publiques menées depuis 3 ans. Pensait-on raisonnablement vaincre l'islamisme à coups d'ateliers sur l'engagement citoyen proposés à des individus radicalisés mais pas trop, en milieu dit fermé mais pas trop non plus? Et face à ce constat d'échec, la France refuserait le retour des djihadistes capturés à la fois en Syrie et en Irak. Oui, Le Monde affirme effectivement que les autorités tentent d'éviter que ces ressortissants lui soient remis, sans toutefois le reconnaître de façon claire et officielle. Un expert explique qu'une partie de ceux qui lancent des appels au secours pour pouvoir rentrer, ou seraient susceptibles de se rendre, sont sincèrement ébranlés par tout ce qu'ils ont vécu. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas renoncé à leurs convictions et veulent continuer à agir depuis l'Europe. D'après Le Monde, environ 680 Français seraient actuellement en Irak et en Syrie, dont 275 femmes. Le journal raconte l'histoire de Sarah, Amine et de leur fille, qui disent avoir tenté de fuir le groupe État islamique en octobre dernier, après 2 ans passés dans ses rangs. Après avoir été refoulés à la frontière turque, ils ont été capturés par l'armée syrienne libre, qui les a autorisés à témoigner. Séparée de son mari qui se présente comme un repenti, la jeune femme dit préférer être détenue en France qu'en Syrie, où elle témoigne des conditions de captivité très difficiles pour elle et son enfant. Le ministère des Affaires étrangères dit ne pas être compétent, notamment parce que la France a fermé son ambassade syrienne en 2012. La Turquie, dont l'accord est nécessaire, aurait d'autres priorités. Et l'ASL, qui détient donc la famille, assure quant à elle n'attendre qu'une réponse de la France pour remettre la famille. Tout autre chose à présent, également dans la presse française ce matin, le projet économique du Front National passé au crible. Les Échos font état d'une analyse de l'Institut Montaigne qui met en garde sur le coût considérable du retour au franc prôné par le FN. Sorti de l'euro, les effets désastreux du projet FN mettent en garde le think tank libéral qui estime qu'un éventuel abandon de la monnaie unique amputerait le PIB de 180 milliards d'euros et détruirait plus de 500 000 emplois. Verdict des Échos, la France sous cloche, une France isolée, serait un pays amputé d'une partie de sa souveraineté, un pays qui perdrait son rang, sa voix, son âme. L'illusion doit être démasquée. Il reste 60 jours, je cite. La tâche s'annonce toutefois difficile, à en croire le Figaro, qui rapporte que malgré les critiques donc sur son programme et sa mise en cause dans les affaires, Marine Le Pen conserve malgré tout sa dynamique dans les sondages. 60 jours avant le premier tour, c'est le nombre de jours qu'il resterait à François Hollande pour faire campagne s'il se décidait à être candidat. D'après l'opinion, le patron du Modem... François Hollande, François Bayrou, bien sûr. François Bayrou, rien à voir. D'après l'opinion, le patron du Modem mettra fin cet après-midi au suspense, donc sur ses intentions, seul ou avec Emmanuel Macron. François Bayrou, déjà 3 fois candidat à la présidentielle, joue son ultime va-tout, annonce le journal où on le voit. Le dessin de CAC le montre en compagnie du patron d'En Marche, face à Benoît Hamon et François Fillon. Ce sont les chevaliers du nid. Personne ne sait exactement ce qu'ils veulent, ni gauche ni droite. Un refus des étiquettes qui vaut d'ailleurs à Emmanuel Macron l'accusation de dire tout et son contraire, d'après le Parisien, qui rappelle comment Dr Emmanuel et Mister Macron ont par exemple d'abord déclaré être socialistes en 2014, puis ne pas l'être en août dernier, ou encore se sont dit favorables à une évolution des 35 heures en novembre, avant de changer d'idée, semble-t-il, le mois suivant. À noter également ce matin dans la presse, dans Libération, je crois, ce témoignage d'un habitant d'Aulnay-sous-Bois, c'est en région parisienne, qui dit lui aussi, dans le sillage de l'affaire Théo, avoir subi des violences de la part de policiers dans son quartier. Cet homme de 34 ans assure effectivement que les faits se sont produits presque au même endroit et 3 jours seulement avant Théo, cet autre jeune homme qui accusait des agents des forces de l'ordre de l'avoir violé avec une matraque. Le policier m'étranglait, j'ai cru que j'allais mourir, témoigne Jamel Dib dans Libération, qui fait état aussi de l'existence d'une vidéo qui attesterait d'une interpellation violente.
La violence qui peut prendre beaucoup de formes, comme le rappelle le rapport publié cette nuit par Amnesty International, qui fustige la prolifération dans le monde des discours haineux, notamment envers les immigrés. Des discours de haine dont les leaders extrémistes n'ont toutefois pas le monopole, rappelle l'ONG, qui évoque la façon parfois voilée dont certains partis dits centristes formulent eux aussi des propos stigmatisants, comme lorsque le Premier ministre néerlandais invite les migrants à se comporter de façon normale, je cite, ou à rentrer chez eux. Merci Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Nous on se retrouve juste après la pause, à tout de suite.